Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour clôturer cette série de 3 vidéos à propos des machines à coudre anciennes. Je voulais, pour clore cette vidéo, répondre à quelques questions que j'ai eues sur les réseaux sociaux à propos des machines, mais aussi faire le bilan. Le bilan après environ 5 mois de couture avec des machines anciennes. Faire le point sur mon avis, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, est-ce que je retournerai en arrière ou pas, sur mon choix de coudre avec des machines anciennes. On se retrouve également dans un autre décor, là on est dans un décor où il n'y a même pas le mannequin ni rien du tout par rapport à d'habitude parce que le mannequin est enfilé avec la tenue pour les fêtes de fin d'année que je suis en train de coudre toujours. J'ai un bon retard sur cette couture. Et puis ma soeur étant à la maison, je ne peux pas rester dans la pièce principale avec les machines, donc je suis ici. Alors on va commencer tout d'abord. Alors oui, il y a beaucoup de lumière par là, j'ai été obligée de mettre le ring parce que il n'y avait pas assez de lumière. Le soleil ici, il est déjà passé derrière la montagne en fait. Donc je n'ai plus tellement de lumière, donc j'ai été obligée de mettre le ring. Donc ça se voit dans les lunettes. C'est pas très agréable pour moi non plus, je vous rassure, d'avoir une lumière comme ça, c'est pas... Ouais. Bref. On va commencer par le bilan. Mon bilan après 5 mois environ de couture sur des machines anciennes. Le début est assez compliqué, surtout qu'il y a vraiment un rythme à prendre. C'est vraiment quelque chose qui ne vient pas instinctivement, c'est quelque chose à réapprendre, à revoir, à reprendre en main en fait. C'est quelque chose qui était assez facile pour nos ancêtres étant donné que il y avait forcément quelqu'un qui transmettait le savoir, donc quelqu'un à côté à qui on pouvait poser des questions, qui pouvait nous corriger notre posture, notre façon de faire, nous dire comment faire et tout ça. Aujourd'hui on ne l'a pas, c'est terminé. Ces femmes-là malheureusement sont toutes décédées. Et je peux vous assurer que quand on prend une première fois ces machines en main, on se dit mais ces femmes, elles nous manquent. Elles nous manquent vraiment parce qu'elles avaient le savoir que nous on n'a plus et qu'il faut retrouver, réapprendre et redomestiquer. Et c'est quelque chose qui demande bien évidemment de l'attention, énormément de concentration, énormément de remise en question, ressentir la machine, faire qu'un avec la machine, sinon il y a des loupés bien évidemment. Et au début c'est assez compliqué parce qu'il faut pouvoir réapprendre à coordonner le cerveau avec les jambes. Parce que pour marcher, pour faire tout un tas de choses comme ça, c'est facile. C'est quelque chose qu'on fait depuis qu'on est tout petit, donc il n'y a pas besoin d'apprendre. Par contre, là, c'est des gestes que nous n'avons plus dans notre quotidien, mais plus du tout. Et qui, pour le coup, mettent un petit peu de temps à revenir. Honnêtement, pour bien gérer la machine à fond, et encore, j'ai encore quelques lacunes, notamment des lacunes de vitesse, il m'a bien fallu le temps de tourner cette vidéo, donc 5 mois. J'ai commencé à faire mes premiers travaux de précision avec ma machine à coudre de 1910, donc c'est celle qui est à plateau, il y a seulement 15 jours, donc c'est il n'y a pas très très longtemps. Avant je prenais la machine à manivelle, mais je vous en reparlerai plus tard. Donc il faut un bon moment, en sachant que je ne l'utilisais bien évidemment pas tous les jours, que je n'ai pas utilisé que cette machine puisque j'en ai deux, et que j'ai privilégié la deuxième au début pour les travaux de précision parce que je me sentais plus à l'aise. Maintenant j'ai fait des poses de dentelle, j'ai fait des poses assez compliquées puisque à 1 mm que je n'osais pas faire avant sur la machine à plateau. Je l'ai fait, ça s'est très bien passé, j'ai pas eu de problème, j'ai bien géré ma vitesse, il n'y a pas eu de soucis. Donc c'est vraiment un coup de main à prendre, réellement. Il faut vraiment se remettre dedans et se faire confiance. Avant tout, il faut se faire confiance, avoir confiance en sa machine et se dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas, elle va le dire tout de suite. Elle va le dire tout de suite. Il n'y a aucun
Cara avec ces machines-là. Aucun droit à l'erreur. Elle le sait, elle le dit tout de suite. On l'entend au bruit, on le voit à la différence de couture au niveau du point, on le voit au niveau du pédalier, si d'un coup il s'emballe, s'il ne veut plus pédaler, on le voit au niveau des griffes d'entraînement. Il y a tout un tas de façons de voir que quelque chose ne va pas sur ces machines-là. Tout un tas. C'est quelque chose que j'apprécie particulièrement puisque pour le coup, on n'y a pas besoin de chercher et rechercher encore et encore où est le problème puisqu'elles le disent tout de suite. Et comme vous avez pu le voir, notamment si vous avez regardé ma précédente vidéo de cette série de vidéos sur les machines à coudre anciennes, quand j'ai fait le nettoyage de ma machine à coudre à plateau, donc celle de 1910, j'ai eu un petit problème au moment de remonter mes griffes d'entraînement. J'ai abaissé un petit peu trop mes griffes d'entraînement et la navette est venue taper dedans, donc ça faisait un bruit, une cacophonie terrible. Il a fallu que je redresse mes griffes, sauf qu'à partir de ce moment-là, je les ai beaucoup trop redressées. Du coup, quand j'ai voulu faire mon test de couture avec un échantillon, une chute qui me restait d'un tissu, elle ne cousait plus. Donc bien évidemment, il a fallu avoir un réglage supplémentaire pour pouvoir que la machine recouse de nouveau normalement. Donc ça, c'est nickel. Moi, j'apprécie énormément. C'est quelque chose qui est, je trouve, pour le coup, après plusieurs moments de couture, plus intuitif que sur les machines modernes. Mais ça aussi, je vous en reparlerai puisque je vais faire un comparatif entre les deux, puisque j'ai cousu sur les deux. Donc ça, c'est pour la machine à coudre de 1910. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire d'autre que ça. Si, on ne peut bien évidemment pas la déplacer comme une machine à coudre moderne. Une machine à coudre moderne, vous la mettez à partir du moment où vous avez une prise électrique, il n'y a pas de souci, vous pouvez coudre à peu près partout. Là, sur les machines à plateau, étant donné qu'elles font entre 25 et 30 kg, la mienne fait 25 kg, c'est pas possible de la travailler partout. Et puis de toute façon, avec les vibrations et tout ça, il y a des risques d'endommager tout de même tous les mécanismes. Donc je ne souhaite pas jouer à ça. Donc elle est posée dans un coin et elle ne bouge plus. Sauf si j'ai besoin de nettoyer et tout ça, sinon elle ne bouge plus. Ça, à la limite, ça pourrait être l'inconvénient. Un second inconvénient qu'on pourrait trouver à ces machines-là, il n'y a pas de point arrière. Du moins, sur la mienne, il n'y a pas de point arrière. Parce qu'elle est plus ancienne que l'invention du point arrière, donc il n'y en a pas. Sinon, c'est tout ce que je peux trouver pour la machine à plateau de 1910 comme point négatif. C'est vraiment tout, j'en ai pas d'autres. Mais vraiment pas, carrément pas. Après, pour la machine à coudre à manivelle de 1908, pareil, c'est exactement la même chose. Le coup de main qu'il y a à prendre, c'est de tourner la manivelle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à coudre en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est d'ailleurs ce qui se passe avec la machine de 1910. On tire le volant vers nous, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour la machine de 1908 à manivelle, il faut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça, là aussi, c'est un coup de main à prendre. Je me suis trompée plusieurs fois, mais ce qu'il y a de très bien avec cette machine-là, c'est qu'étant donné qu'il n'y a là encore toujours pas de point arrière, la machine se coupe. C'est-à-dire qu'elle ne coupe plus, les griffes d'entraînement se bloquent, l'aiguille se bloque, et la seule chose que vous pouvez faire, c'est retourner dans l'autre sens pour pouvoir que la machine couse. Ça, c'est très bien aussi parce que pour le coup, ça évite que le fil se casse, ça évite que ça évite que l'aiguille casse, ça la coupe nette, et je trouve que c'est vraiment quelque chose de super. Personnellement, j'adore ça. Je sais tout de suite quand je vais dans le mauvais sens et j'ai plus qu'à retourner dans le bon sens. Ça n'abîme pas le tissu, ça n'abîme pas le fil, rien. C'est juste parfait, ça crée une tension au niveau du fil qui fait que vous ne pouvez plus coudre. C'est tout. Donc, j'apprécie pour ça vraiment beaucoup. Après, étant donné qu'elle est à manivelle, qu'elle est transportable, étant donné qu'elle fait quelque chose comme 45 cm de longueur,
vous pouvez la transporter à peu près comme une machine moderne. La seule chose, c'est que vous n'avez pas besoin de prise pour pouvoir la brancher. Ça, c'est un avantage, mais alors superbe. C'est-à-dire que vous voulez sortir, vous sortez n'importe où, je sais pas moi, vous voulez aller dans votre famille ou quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin d'emballer tout le truc, quoi. De faire attention à ne pas oublier le thermostat et tout ça. Non, vous avez directement votre machine, vous n'avez pas besoin d'électricité. Ça, c'est génial. C'est une super économie aussi. L'air de rien quand on coupe beaucoup. Donc ça, c'est super. Le seul inconvénient à cette machine, c'est qu'elle pèse 20 kg. Et donc il faut la transporter, bien évidemment, donc, à 45 cm. Entre la profondeur, la longueur et la hauteur, vous ne pouvez pas la mettre dans un sac de transport moderne. Il va falloir trouver autre chose. Ou vous la prenez à la main si vous avez la chance d'avoir votre coffre qui ferme toujours. Ou si, comme moi, vous n'avez pas votre coffre qui ferme, il va falloir la prendre par le bas. Et bien évidemment, 20 kg pris par le bas, ça fait mal aux mains. Et si vous devez faire un trek de 4 km pour pouvoir aller coudre, ça va pas le faire. Oh, clairement, ça le fera pas. Ça va vraiment pas le faire. Donc c'est le seul désavantage que je pourrais trouver à cette machine, c'est le poids. Son poids, et étant donné que c'est aussi très difficile de trouver un sac. Moi, je n'ai toujours pas trouvé de sac pour pouvoir ranger la mienne, pour pouvoir la transporter. Après, au niveau de la couture, pour les deux machines, je suis fan des coutures qu'elles font. Les coutures sont fines, elles sont belles, elles sont quasi invisibles pour un peu qu'on met du sien au niveau du repassage. Ça n'a vraiment rien à voir, elles sont d'une précision terrible. Au niveau de la tension, c'est parfait. Au niveau de la pression du pied presseur, c'est là aussi parfait. Il y a très peu de chances que votre tissu bouge à partir du moment où vous l'avez placé et vous ne tirez pas dessus en cousant, sans faire exprès ou en faisant exprès. Ça ne bougera pas. Je n'ai jamais vu de précision pareille. J'ai eu 2 machines à coudre modernes et les 2 machines à coudre modernes, sur les 2, les griffes d'entraînement me faisaient tourner le tissu. C'est-à-dire j'étais sans cesse en train de le replacer, sans cesse en train de compenser pour être sûre de coudre droit. Là, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai vraiment pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de guide margeur pour maintenir mon tissu, ni rien du tout. Donc c'est un très gros avantage pour moi à ces machines-là. Après, oui, on peut considérer aussi quelque part comme un inconvénient de ne pas avoir de plaque à aiguille. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange absolument pas, puisque lorsque je coupe mon tissu, je marque ma marge de couture directement sur le tissu. C'est quelque chose que j'appréciais déjà énormément de faire au tout début que j'ai commencé à coudre, que le temps de prendre bien mes repères, parce que ma plaque à aiguille de la première machine à coudre que j'ai eue, c'était vraiment pas ça. Donc je marquais mes marges, donc j'ai continué de marquer mes marges avec ces machines-là. J'avais arrêté avec la seconde machine, mais honnêtement, j'apprécie énormément de pouvoir marquer mes marges parce que ça me permet aussi de voir si jamais il y a des petits décalages au niveau des découpes et de pouvoir les rectifier avant de coudre. Et bien évidemment, ça permet d'avoir une couture aussi bien plus précise que s'il y avait des décalages et qu'on n'avait pas vu avant. Ça aide énormément. Moi, j'en suis très satisfaite de cette technique-là. Je n'ai rien à redire dessus. Et je pense que pour moi, c'est la meilleure. Marquer les marges avant. Donc oui, ça fait prendre un peu plus de temps sur la couture, de mise en place. Mais au final, une fois qu'on se met à coudre, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide. Et on est sûr que la couture sera parfaite. Sauf si on a un petit problème. Mais c'est quand même rare sur des anciennes machines. Je n'ai pas eu énormément de problèmes. Donc je ne me fais pas plus de soucis de ça à chaque fois. Je marque ma marge et je couds et c'est terminé. Alors maintenant on va parler des 2 machines à coudre que j'ai eues qui étaient modernes. Ma toute première machine, juste avant que je commence ma formation, était une machine que j'avais achetée chez Lidl. Je ne voulais pas mettre des 1000 et des 100 dans une machine en ne sachant pas si j'allais apprécier la couture, même si c'était quasiment sûr à 100%. Je préférais quand même, pour me faire la main, avoir une machine dite
bas de gamme pour être sûre de ne pas être vraiment énervée si je la flinguais. Donc j'ai pris une machine à coudre de chez Lidl à une centaine d'euros. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette machine. Elle est très bien pour son prix, ça c'est sûr. Pour le prix, elle est très bien. Par contre, elle a tendance à être très désagréable dans le fait qu'elle fait énormément de bruit. Du moins, elle faisait énormément de bruit, c'était une cacophonie terrible. Ça m'énervait énormément. Au niveau des épaisseurs, elle allait jusque 3 épaisseurs et après il n'y avait plus personne. Je ne pouvais plus coudre rien du tout, c'était très compliqué. Je me suis cousu un châle en pointe de Milano. Ça a été horrible. Une horreur, je vous jure, ça a été une horreur. La machine, elle n'a pas arrêté de casser les pieds. J'ai dû soulever mon pied presseur constamment pour pouvoir remettre le tissu. Et pourtant, la pointe de Milano, c'est pas quelque chose qui est incroyablement épais. Donc j'ai mis, rien que pour coudre un châle, 3 heures. J'ai été contente. Bon, après, la couture, c'était pas non plus quelque chose qui était vraiment très instinctif à ce moment-là. Mais quand même, une pointe de Milano en 3 heures, c'était vraiment pas un record de vitesse. Après, sinon, je n'ai pas eu d'autres soucis, mis à part ça, et qu'elle cassait énormément d'aiguilles. Ça, pour casser des aiguilles, elle a cassé des aiguilles. Je crois que j'ai utilisé plus d'aiguilles avec elle que ce que j'ai utilisé là depuis 6 mois. Avec 5-6 mois avec les machines à coudre anciennes. C'est simple, les machines à coudre anciennes, les aiguilles, elles durent une blinde de temps. C'est impressionnant. Étant donné que l'entrée dans le tissu est beaucoup plus douce que sur une machine moderne, les aiguilles durent plus longtemps. Par exemple, pour la machine à plateau, j'ai changé l'aiguille en 6 mois 3 fois parce que j'en ai cassé une. Et pour la machine à coudre à manivelle, pareil, 3 fois parce que j'en ai cassé une. Et encore, je les ai changées parce que je me disais que ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait et qu'il fallait que je le fasse. Mais elles étaient encore aiguisées, elles rentraient encore bien dans le tissu, elles n'abîmaient pas le tissu ni rien du tout. Il n'y a eu aucun changement entre l'ancienne aiguille et la nouvelle. Quand je les ai changées, je n'ai vu aucune différence. Donc les aiguilles durent vraiment beaucoup plus longtemps aux aiguilles modernes. L'entrée des aiguilles modernes dans le tissu se fait beaucoup plus rapidement, c'est beaucoup plus agressif et pour l'aiguille et pour le fil et pour le tissu. Et donc pour le coup les aiguilles durent moins longtemps. Et donc j'ai dû, je crois que j'ai racheté 3 fois un pack d'une dizaine d'aiguilles. Donc c'est énormément d'aiguilles en sachant que je l'ai gardé 8 mois seulement. Donc c'est énorme, c'est vraiment énorme. Ensuite, ma deuxième machine, ça a été une machine à coudre qui datait environ des années 80 et qui m'a été offerte par ma grand-mère. Qui justement, à force de m'entendre crier après ma machine et me plaindre de ma machine constamment, m'a dit « Bah écoute, moi je ne couds plus tellement, ce qu'on peut faire, je te donne la mienne. C'est une bonne machine, c'est une Singer là aussi et tout, enfin j'ai fait que ça en fait. Pfaff, la première c'était une Pfaff donc, qui est une sous-marque, enfin une filiale de Singer. Une Singer de 1980, je suis passée à une machine à coudre de 1910 et une machine à coudre de 1908. Donc on reste dans la même manufacture. Et je lui dis bon d'accord si tu veux, mais tu es sûre de toi. Alors, j'ai reçu, elle m'a dit oui. J'ai eu la machine, je suis allée la chercher. Et c'est vrai qu'elle était très impressionnante. Déjà, elle était beaucoup plus lourde. Donc, il y a moins de soucis de la machine qui se barre au fur et à mesure que vous cousez. Ça, il n'y avait plus. Donc, déjà, c'était très bien. Le seul problème, c'est qu'elle avait énormément de bugs, cette machine. C'était impressionnant. Même après l'avoir fait réviser, il y avait toujours autant de bugs. Elle ne passait pas les 2 épaisseurs. 3 épaisseurs, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne au bout de 3 épaisseurs. J'ai cousu une robe à ma maman entièrement sur cette machine. Honnêtement, c'est pas du super travail. Hein. Les coutures
ça va, c'est droit et tout, j'ai cousu normalement, ça c'est... Par contre, le nombre de points qu'elle m'a sauté est impressionnant. Je réglais mon point au plus petit possible. Donc je crois que je faisais du 5 points, 7 points, enfin le plus petit qu'il y avait sur la machine. Je ne sais plus exactement si c'était le plus petit point. Et ben je pouvais me retrouver avec des points qui, en ayant sauté, avec 3 points au centimètre. C'est pas terrible pour une couture, ça fragilise énormément, c'est vraiment pas recommandé. Ça a été un véritable enfer, un véritable calvaire de coudre dans cette robe. Pour vous donner un exemple, il y a un jour où j'ai cousu 8 heures d'affilée avec. Au bout de 4 heures, elle était déjà fatiguée. Sauf que moi, je l'entendais pas comme ça. Donc j'ai continué de coudre. Elle m'a cassé en l'espace de 4 heures 7 aiguilles. 7 aiguilles de cassé en 4 heures. Du n'importe quoi. Elle m'a sauté je ne sais combien de points, elle m'a bourré je ne sais combien de canettes. Enfin, ça a été un enfer terrible. À partir de ce moment-là, j'ai dit c'est bon, j'en ai marre. Je me mets à chercher une machine à coudre ancienne. Là, au moins, je sais que c'est du solide parce que j'en ai juste marre. Il aurait fallu que je la ramène en révision alors que ça faisait 4 mois qu'elle sortait de révision. À 80 € la révision, ça fait mal. J'ai préféré acheter des machines anciennes et honnêtement je pense que c'est la meilleure chose que j'ai faite grâce à cause de ça en fait, à cause de tous ces désagréments. La machine à coudre de ma grand-mère, je l'ai toujours, je la garde toujours, il n'y a aucun problème. Si jamais j'ai besoin de faire quelque chose avec, je ne sais pourquoi, eh bien je l'ai, je la garde, je compte bien la refaire, tester tout ça par quelqu'un d'autre qui puisse peut-être régler des problèmes qui n'ont pas été réglés en fait à la précédente révision, parce que je pense qu'il y a des problèmes qui n'ont clairement pas été réglés. Quand je vois que si j'essaye de décaler mon aiguille à gauche, ça va, elle coud à peu près bien. Si j'essaye de la décaler à droite, elle coud plus, c'est terminé. Pour vous dire, j'ai dû la reprendre à un moment donné pour faire une évaluation pour ma formation. Je devais faire des points zigzag avec aiguilles déportées à gauche et à droite. Elle m'a cassé là aussi je ne sais combien d'aiguilles et elle était carrément dangereuse, c'est-à-dire que les aiguilles sautaient, c'est-à-dire que la machine hurlait. C'était un danger en fait. J'ai senti le danger de cette machine à ce moment-là. J'ai dit c'est terminé, je la mets au placard et tant que je ne trouve pas quelqu'un de compétent pour la réparer, je ne l'utiliserai plus. Pour le moment, j'ai trouvé personne, je n'ai cherché en même temps personne. Je sais qu'à 50 km de chez moi, il y a toujours un grand magasin Singer qui fait tous les entretiens des machines. Il faudrait que je l'y emmène. Le seul problème, c'est que je sais que du coup, il va falloir que je fasse énormément de réparations. Et ces réparations, je ne suis pas capable de les chiffrer et je n'ai pas envie de m'en sortir pour le prix d'une machine à coudre. Donc pour le moment, elle reste dans le placard, bien à l'abri, et ça ne me pose pas plus de problèmes que ça, parce que je sais que je l'ai toujours et que si besoin, je peux faire quelque chose avec, mais quelque chose qui soit petit, minime, et surtout qui ne lui demande pas de travailler beaucoup. Mais avant de regarder pour acheter une machine à coudre ancienne, j'avais regardé pour acheter une autre machine à coudre moderne. J'avais notamment regardé la Husqvarna Viking. Il y avait beaucoup trop d'électronique pour moi. Sitôt qu'il y a une panne, il faut l'emmener, il faut réparer, changer les pièces. Et je me suis dit, si c'est comme les voitures, c'est pas la peine. Donc j'ai préféré vraiment m'ouvrir cette porte que d'avoir une machine à coudre ancienne. Et ça a été vraiment un choix que je ne regrette pas, mais vraiment pas. Je pense que c'est le meilleur choix que j'ai fait en couture, c'est d'acheter des machines comme ça. On va maintenant passer à l'entretien pour ces vieilles machines. Vous avez vu mes 2 dernières vidéos qui justement avaient pour but de vous montrer l'entretien de chacune des machines, que c'est énormément de travail. Pour nettoyer la machine à coudre à manivelle, il m'a fallu 2 heures, bien 2h30. Pour la machine à plateau, il m'a fallu 3h30, 4 heures. Bon, je filmais donc, bien évidemment. Là, ça aussi, ça prend du temps. Changer les angles, faire les focus.
mais tout de même ça prend énormément de temps. Pour vous donner un ordre d'idée, sur les machines modernes, il me fallait environ une demi-heure. Une demi-heure en démontant certaines pièces du bras de la machine et de la tête de la machine pour pouvoir avoir accès au mécanisme interne. Donc c'est bien évidemment un temps considérable, il faut prévoir bien une demi-journée au cas où il y ait quelques problèmes, mais franchement ça vaut le coup parce que vous le faites un peu moins quand même. Moi c'est la deuxième fois que je le fais en l'espace de 5 mois. Une fois quand elles sont arrivées et là, donc c'est quelque chose qui est quand même chronophage mais qui n'est pas à répétition. Par exemple sur une machine à coudre moderne, il va falloir faire ça à peu près toutes les 20 heures de couture. Là il y a clairement plus de 20 heures de couture. Par contre, le point un peu petit point noir de ces machines-là, c'est qu'étant donné que ce sont des machines anciennes, et ça c'est quelque chose qui est revenu régulièrement sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, on m'a demandé comment faire pour trouver des pièces de ces machines-là en fait. Alors pour la courroie c'est très simple, vous pouvez en trouver partout, eBay, Amazon, aller chez un cordonnier, c'est des courroies de cuir donc c'est facile à trouver. La seule chose que vous avez à faire c'est régler la dimension de votre courroie à votre machine. Du moins pour les machines à plateau. Pour les machines à manivelle il n'y a pas de courroie. Enfin, certaines en ont, moi j'en ai pas, donc, mais c'est exactement le même principe que pour une machine à plateau. Vous faites passer votre courroie dans votre roue, vous faites remonter au niveau du volant, vous mesurez en retirant 2 mm supplémentaires parce que bien évidemment la courroie va se détendre, vous allez tirer dessus pour pouvoir l'ajouter sur votre roue et tout ça. Donc prévoyez de 1 ou 2 mm plus petit pour être sûr que ça ira. Et puis après vous la faites tourner le temps qu'elle se fasse à la roue, qu'elle se fasse au volant. Et surtout il ne faut pas oublier de la huiler parce que le cuir c'est quelque chose de vivant. Et bien évidemment il faut le huiler si vous voulez qu'il dure dans le temps. Moi sur ma machine je n'ai pas eu besoin de changer la courroie, elle est d'origine, elle est toujours là, enfin moins d'origine. Elle est d'origine de la réception de la machine. Parce que c'est une machine qui appartenait à une femme qui l'avait achetée dans les années 50. Et je pense que la courroie a dû être changée à peu près à cette époque-là. Donc elle est d'origine, elle doit avoir 70 ans, la courroie, je pense. Bien 70 ans. Donc je n'ai pas eu besoin de racheter une courroie. Mais par exemple pour la machine à coudre de ma maman, qui a elle aussi une machine à coudre de 1910 à plateau, mais c'est pas le même modèle. Moi j'ai une 66K, elle a une 27K, donc elle est beaucoup plus douce la sienne. Il a fallu racheter une courroie parce que la courroie elle était dans un état déplorable. La machine n'avait pas tourné depuis bien 40-50 ans, donc la courroie n'était pas belle du tout, il a fallu la changer. Ça a été assez compliqué à faire, je ne vous le cache pas, surtout que la courroie qu'on avait trouvée était une courroie ronde. Or, le mieux c'est quand même d'avoir une courroie carrée et ça a été assez compliqué de pouvoir l'insérer dans la machine. Surtout que les agrafes d'aujourd'hui sont moins solides que les agrafes d'antan. Moi j'ai la chance d'avoir encore une vieille agrafe, je peux vous assurer que c'est très solide. L'ancienne courroie avait une des vieilles agrafes, donc elle est beaucoup plus solide qu'une agrafe d'aujourd'hui qui sont faites en aluminium. Donc si vous avez la chance de trouver une machine à coudre et que vous avez la chance de pouvoir garder la courroie, gardez-la, ne la changez pas. Juste adapter s'il y a besoin d'adapter, mais essayez de la garder le plus longtemps possible. Et pour pouvoir la garder le plus longtemps possible, bien évidemment, il faut prendre soin de la courroie. Donc, mais si par hasard vous êtes obligé de la changer, vous pouvez en trouver sur eBay, vous pouvez aussi en trouver sur Amazon. Ça vaut pas très cher, c'est moins d'une dizaine d'euros, donc c'est pas... ça va. Après pour les autres pièces, notamment le pneu à mettre au niveau du dévidoir pour la canette, là c'est un peu plus compliqué parce que ce sont des pièces qui sont moins faites. Pareil pour les griffes d'entraînement, pareil pour les plaques à aiguilles.
pour à peu près tout le mécanisme en fait de ces vieilles machines. Alors il faut savoir que ces vieilles machines, l'entièreté des pièces qui composent ces machines proviennent de la marque Simenco. Donc ce sont une filiale, il me semble que c'est une filiale de Singer, mais je ne suis pas sûre, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était une filiale de Singer, et ils produisent toujours plus ou moins ces pièces-là. Donc vous pouvez trouver, notamment sur eBay, c'est la plus grosse plateforme de vente de pièces détachées pour ces machines-là. Faut aller sur eBay. Vous regardez le modèle de votre machine en fonction de votre numéro de série. Vous allez sur le site, une fois que vous avez votre numéro de série, vous allez sur le site de l'ISMAC, vous choisissez en fonction de la marque de votre machine, parce qu'ils n'ont pas répertorié que les Singer, ils ont répertorié Urtu, ils ont répertorié Ed NE, ils ont répertorié Pfaff, Freya, plein d'autres machines. Donc vous choisissez votre compagnie de machine à coudre, vous regardez en fonction du numéro de série et à partir de là vous avez l'année, vous avez le modèle et vous avez même l'usine de fabrication. Une fois que vous avez le modèle, donc une 21K, une 66K, une 28K, vous prenez ça et vous notez pièce. Alors vous notez le nom de la pièce si vous avez le nom de la pièce. Si vous n'avez pas le nom de la pièce, vous pouvez trouver sur internet des fiches explicatives de l'anatomie d'une machine à coudre de ces années-là et de l'année en fonction de l'année de votre machine, et vous n'avez plus qu'à chercher la correspondance. Une fois que vous avez ça, vous pouvez facilement trouver sur eBay la pièce de remplacement neuve ou même ancienne, parce que des fois on peut trouver aussi des vendeurs qui récupèrent des pièces sur des vieilles machines qui ne fonctionnent plus et qui ne sont pas réparables. Donc vous pouvez aussi avoir l'occasion de trouver des pièces d'origine à remettre sur votre machine sans avoir une pièce neuve. C'est facile là aussi à trouver. Allez sur eBay, regardez bien, renseignez-vous dessus. N'hésitez pas à prendre contact avec les vendeurs, à voir si ça va vraiment avec votre machine, prendre les dimensions sur toutes les coutures de votre pièce si vous avez besoin, et normalement vous ne devriez pas avoir de problème. Donc il faut regarder sur Simenco, il faut voir ça comme ça, et là normalement vous pouvez avoir de quoi remettre votre machine à neuf si vous avez besoin, si vous manque une pièce. Après, vous avez toujours aussi la possibilité de trouver une autre machine qui correspond au même modèle, qui correspond plus ou moins à la même année de celle que vous avez, et de récupérer la pièce directement sur cette ancienne machine. Le seul problème là, c'est que vous détruisez une machine qui pourrait fonctionner. Je ne suis pas personnellement partisante de cette manière pour trouver de nouvelles pièces. Mais si la machine que vous venez de trouver ne fonctionne plus et tout ça, vous pouvez l'utiliser pour ça. Mais ça, il n'y a pas de souci. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je ne ferai pas. Là, vous voyez, j'ai une machine qui date de 1910, qui n'est pas une Singer. C'était une marque allemande que j'ai trouvée chez mon voisin, qui faisait un grand vide-grenier. Elle fonctionne, il n'y a juste pas le plateau. Je pourrais techniquement prendre les pièces pour les ajouter sur une de mes machines si j'en avais besoin, mais c'est vraiment pas quelque chose que je désire faire, parce que je compte bien trouver un jour un plateau de la marque pour pouvoir la remettre à l'ancienne telle qu'elle était dans sa gloire passée. Donc je ne me vois pas prendre des pièces si jamais j'en ai besoin, par exemple. Maintenant qu'on a parlé où trouver les pièces de rechange sur les vieilles machines, des avantages, des inconvénients, et faire le comparatif entre ces anciennes machines et les modernes, on va discuter de où on peut trouver ces machines. C'est une question là aussi que j'ai pas mal eue sur les réseaux sociaux, notamment là encore sur TikTok, c'est où est-ce que j'ai trouvé mes machines. Pour la machine à coudre de 1910, donc celle à plateau, je l'ai trouvée sur le site de brocante Celency. Donc moi je ne l'ai pas acheté à un professionnel, je l'ai acheté à un particulier. Donc vous pouvez être aussi bien professionnel que particulier sur le site, il n'y a pas de problème, vous pouvez vendre. Donc moi j'ai choisi celle-ci parce qu'elle m'a vraiment... il y a eu quelque chose en fait.
Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a fait que je l'ai acheté. J'avais aussi eu un coup de cœur pour une autre machine, mais elle était plus vieille, elle semblait en moins bon état, et étant donné que je n'en avais jamais eu avant, j'ai préféré prendre celle-ci qui était plus récente, qui avait 15 ans. 15 ans, ouais, je crois qu'elle était. Elle est de 1910 et l'autre elle était de 1885-88, donc quelque chose comme 15 ans. J'ai préféré prendre une plus récente qui me semblait en meilleur état, et j'ai bien fait parce que pour le coup elle m'a beaucoup appris, et ça j'en suis contente. Je regrette toujours plus ou moins de ne pas avoir pris l'autre, mais je ne pouvais pas prendre les deux et fallait que je fasse un choix en fait. Celle de 1800 me tentait énormément et j'adorerais en avoir une de 1800, mais pour le moment il faudra que j'attende la bonne occasion étant donné que j'en ai déjà deux. Mais c'est vrai que celle-ci elle était très belle quand même, hein. Donc vous pouvez trouver des machines à coudre sur le site Serency, il n'y a pas de problème. Par contre faites attention au prix, vraiment faites attention au prix. Bien souvent les prix sont bien supérieurs au prix qu'elles valent. Moi j'ai vu des machines sur Selency monter à 500 €. Clairement ça ne vaut pas 500 €, hein. Elles ne valent plus 500 €. Aujourd'hui on n'est plus du tout dans ces prix là, mais carrément plus même. Parce qu'il y en a de plus en plus qui sont remis en circulation, notamment ces dernières années, ces derniers mois plus encore. Il y en a énormément qui réapparaissent, énormément de gens qui vident leur grenier et qui mettent en vente les machines de leur grand-mère ou de leur arrière-grand-mère. Pour le coup, acheter une machine à coudre à 500 € ancienne où on n'est pas sûr qu'elle fonctionne, parce que bien évidemment, les gens ne sont pas tous des professionnels et peuvent penser que parce que la manivelle ou le volant tourne, la machine coud. Or, ce n'est pas forcément le cas et vous risquez de vous trouver avec des prix qui sont bien trop onéreux par rapport à tout ce qu'il va falloir que vous fassiez comme remplacement sur la machine. Donc faites attention. Regardez, demandez à avoir le numéro de série, renseignez-vous sur l'ISMAC, regardez si vous avez des vidéos qui pourraient vous aider si vous avez besoin d'avoir des actes sur la machine pour pouvoir changer quelques pièces ou n'importe quoi en fait qui vous permettra d'avoir un peu plus de connaissances. Par exemple celle-ci je l'ai achetée pour décoration au début puisque mon voisin m'avait dit qu'il était grippé, qu'il avait mis du K22 ou K24, je sais plus, et que ça n'avait rien changé. Moi, j'ai réussi à la refaire tourner avec quelque chose de très simple, c'est du savon de Marseille. Le savon de Marseille, aujourd'hui, elle tourne. Vous voyez, alors je sais pas si on voit bien, je vais faire un meilleur plan. Aujourd'hui, elle tourne, elle fonctionne, je l'ai huilée, je l'entretiens régulièrement, je la nettoie et tout ça pour être sûr que les mécanismes ne se grippent pas de nouveau. Donc faites attention à ça, surtout ça, et à la rouille. Si vous pouvez demander des photos internes de la machine, par exemple ici au niveau de la plaque notamment, c'est un bon indicateur de l'état de la machine, c'est comment est-ce que c'est à l'intérieur si vous retirez la plaque. Pareil en regardant au niveau du mécanisme de la canette ou de la navette, voir si vous voyez des traces de rouille ou pas. Alors il faut savoir que une trace de rouille, ça ne veut pas dire que la machine est cassée. Ça veut juste dire que vous risquez d'avoir quelques petits problèmes, il va falloir mettre un peu plus d'huile ou il va falloir la dérouiller. Donc là vous voyez si vous devez la plonger dans un bain de coca ou autre chose. Personnellement j'ai des pièces qui sont un peu rouillées, je n'ai pas mis dans du coca, je m'y refuse. Tout simplement, j'ai nettoyé au savon de Marseille, j'ai retiré le plus gros, j'ai séché, j'ai rehuilé et au fur et à mesure la rouille au fur et à mesure du nettoyage s'en ira parce qu'elle sera huilée, parce qu'elle sera ça partira tout seul, il faut juste être patient. Après il y a des pièces où bien évidemment on est obligé de passer par la case
coca ou toute autre substance chimique qu'on peut trouver qui permettent de retirer de la rouille. Ensuite, pour choisir une machine à coudre, regardez ce qui vous plaît le mieux. Préférez-vous une qui soit plus industrielle ou une qui soit plus domestique? Alors ça c'est facile à voir, l'industriel ne possède qu'un seul porte-bobine. N'importe quoi. La domestique ne possède qu'un seul porte-bobine et l'industriel, ou plutôt semi-industriel, possède 2 porte-bobines parce que vous pouvez mettre une aiguille double. Là, j'ai pas encore testé. Et normalement, vous pouvez mettre une aiguille double. Donc vous pouvez voir ce que vous préférez. La semi-industrielle est beaucoup plus performante, bien évidemment, que la domestique. Elle est plus lourde, elle est plus rapide, elle est plus entraînante. Donc il est pareil, il va falloir faire attention à est-ce que vous allez réussir à la tenir du premier coup. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse d'avoir quelque chose qui dépote vraiment, ou est-ce que vous préférez quelque chose de plus doux? Ensuite, second point pour choisir sa machine à coudre, est-ce que vous préférez l'avoir à manivelle, donc à la main, en cousant que d'une main et en tournant la manivelle de l'autre, ou est-ce que vous préférez avoir vos 2 mains libres et y aller au pied? Ça, bien évidemment, c'est une question qui est à se poser là aussi. C'est comment vous préférez coudre avec, au départ, ces machines-là. Moi, j'ai préféré celle à plateau tout de suite et j'ai apprécié tout de suite celle à plateau. Par contre, c'est vrai que celle à manivelle est extrêmement agréable pour les travaux de précision au début, quand vous n'avez pas l'habitude de coudre sur des machines anciennes. C'est sûr. Les deux se complètent, les deux ne sont carrément pas pareils d'un point de vue de la couture et d'un point de vue de l'entraînement et tout ça. Il y a des différences assez conséquente quand même. La machine à manivelle est plus douce que la machine à plateau, elle va plus lentement déjà parce que vous allez aller plus lentement parce qu'il faut préserver vos épaules, il faut là aussi y aller, vous avez un système d'entraînement donc vous allez devoir bouger l'épaule. Est-ce que vous allez être capable de pouvoir bouger votre épaule? Est-ce que vous n'allez pas avoir mal à votre épaule? Est-ce que vous risquez des problèmes à vos épaules en faisant ça? C'est à prendre aussi d'un point de vue de la santé. C'est pareil pour les pieds. Est-ce que vous allez avoir mal au tibia? Est-ce que vous allez avoir mal dans les cuisses? Est-ce que vous allez avoir mal à la cheville, aux pieds? C'est là aussi à prendre en compte. C'est aussi en fonction de votre corps, en fonction de ce que vous pouvez supporter. Bon, après, il y a l'entraînement qui va venir au fur et à mesure, vous allez pratiquer. Mais dès le début, qu'est-ce qui va vous poser problème? Est-ce que vos pieds vont vous poser problème ou est-ce que ça risque d'être vos mains? Est-ce que c'est un problème de coordination pied-cerveau qui va vous poser problème avec celle à plateau ou est-ce que vous n'en aurez pas? Est-ce que vous allez avoir du mal à tourner la manivelle et à coudre que d'une seule main? C'est des questions qui sont à se poser. Bien évidemment, ça serait bien de pouvoir tester avant pour être sûr de son choix. Le problème, c'est que les 3/4 du temps, c'est des ventes par correspondance. C'est très rare d'en trouver en bon état, en brocante ou autre, et même de pouvoir les tester. Donc, c'est des questions que vous allez devoir vous poser en amont, regarder, vous observer, voir les petites faiblesses que vous avez ou pas. Moi, je sais que par exemple, j'ai dû avoir cette main dans le plâtre pendant 3 mois et que par conséquent, j'ai une faiblesse au niveau de l'épaule depuis des années. Et quand j'ai acheté la machine à manivelle, je n'y ai pas pensé tout de suite. Par contre, sitôt que je l'ai testé, c'est revenu. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. En fait, je fais ma rééducation de l'épaule maintenant avec cette machine. Donc, c'est 10 ans plus tard. Je n'ai jamais eu de rééducation, ni rien du tout. Je fais ma rééducation maintenant. Et c'est vrai qu'au début, c'était très dur. Mes doigts tétanisaient rapidement. Mon épaule me faisait souffrir énormément. Ça montait dans le crâne, ça descendait dans les lombaires. J'étais obligée de faire des pauses toutes les 1 minute 30. Aujourd'hui, je peux coudre avec cette machine sans problème. Donc, c'est des questions que vous allez devoir vous poser. Savoir qu'est-ce que vous allez faire avec cette machine, quelle sera votre utilisation, est-ce qu'elle sera sporadique, est-ce qu'elle sera journalière, est-ce que vous allez faire de gros ouvrages avec ou de petits ouvrages. Regardez vraiment votre couture, ce que vous faites et adaptez-vous en fonction de l'une ou de l'autre des solutions. Après, il existe aussi des machines anciennes qui ont été électrifiées. Vous pouvez choisir de prendre une qui a été électrifiée
ou même d'en avoir une qui est électrifiée d'origine. C'est possible là aussi. Je ne peux pas vraiment parler puisque je n'en ai pas, je n'en possède pas, je n'en ai jamais utilisé, j'ai jamais testé, donc je ne peux pas vous parler de celle-ci. Je ne peux que vous parler de celle que j'ai, donc celles de 1910 et de 1908, qui ne sont ni électrifiées et qui ne seront jamais électrifiées, puisque je compte bien les garder dans leur intégrité première, donc je ne peux pas vous dire plus que ça. Ensuite, pour ma machine à manivelle de 1908, je l'ai achetée sur eBay à un revendeur basé en Angleterre. C'est une machine qui a été construite en Angleterre pour rester en Angleterre. Donc elle a voyagé jusqu'en France parce que je l'ai achetée. Et c'est quelque chose qui est à prendre en compte là aussi. Parce que où est-ce que vous allez acheter votre machine ? Est-ce qu'elle sera outre-Atlantique? Est-ce qu'elle sera outre-Manche? Est-ce qu'elle sera dans un pays frontalier tel que l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne ou l'Italie ou peu importe? Ou est-ce que vous comptez l'acheter en France et la faire venir d'une région de France dans la vôtre? Là aussi, il va falloir prévoir parce que vous pouvez avoir des frais de douane. Moi, j'ai payé des frais de douane pour la faire importer. J'ai payé des frais de douane et j'ai payé des frais de port. Ce qui correspond à 65% du prix de ma machine. J'ai payé le plus cher, ça a été bien évidemment la taxe à la douane qui correspond à 50% de ces 65%. Donc c'est une somme qui est à prévoir, c'est quelque chose à se demander, à savoir, à regarder, vraiment par rapport à votre budget, combien vous voulez mettre dans la machine et combien vous désirez ajouter d'un point de vue des frais de port s'il y en a ou des taxes de douane. Si vous avez un budget, admettons, de 150 €, vous ne pourrez pas mettre, si vous l'achetez à l'étranger, 150 € dans la machine. Vous allez avoir un dépassement qui va être assez conséquent. Sans compter qu'il y a des forfaits à la douane et qu'à partir d'un certain montant, le forfait de douane est plus important. Donc en France, il me semble, c'est 150 €. À partir de 150 €, c'est 70 € de taxes. Donc c'est à prévoir. Ma machine faisait moins de 150 €. Je n'ai pas payé autant de taxes de douane, mais j'en ai quand même eu. Donc prévoyez ça aussi avant d'acheter une machine si vous l'achetez à l'étranger. Et n'oubliez pas, là aussi, que dans le transport, il peut y avoir de la casse. Alors n'hésitez pas à demander à votre vendeur une assurance supplémentaire si vous le désirez pour être sûr que s'il y a un problème, vous puissiez être remboursé et lui aussi. En général, l'acheteur vous proposera ou le fera de lui-même parce qu'il y a certaines lois selon certains pays qui obligent à avoir une assurance quand on envoie à l'étranger. Donc n'hésitez pas là aussi à vous renseigner sur tout ce qui est dommages, casse au niveau de votre machine si jamais vous avez besoin et à voir comment ça se passera si vous devez être indemnisé ou si vous devez avoir un remplacement si par exemple c'est un revendeur qui en a plusieurs. Pareil, avant d'acheter votre machine, une fois que vous avez jeté votre dévolu sur la machine que vous voulez, n'hésitez pas à contacter le vendeur et à lui poser toutes les questions que vous avez. Je suis tombée sur 2 vendeurs qui étaient très agréables, qui ont répondu à toutes mes questions. J'ai notamment une partie de l'historique de mes 2 machines. Je connais leur historique plus ou moins, parce que bien évidemment, on ne peut pas connaître un historique sur plus de 100 ans. Mais j'ai quand même quelque chose qui me permet de me dire qu'il y a quelqu'un qui l'a tenu en main, il y a quelqu'un qui l'a utilisé et que cette femme a vécu. Donc c'est quelque chose qui là aussi ajoute une valeur pour moi sentimentale et consciente à la machine, de savoir que ces femmes l'ont utilisé, ces femmes l'ont rendu pérenne jusqu'à aujourd'hui, qu'elles existent toujours parce qu'elles en ont pris soin et honnêtement ça me ferait vraiment mal au cœur de savoir que j'étais la dernière à les avoir en main et que je les ai ruinées. Ce sont des machines qui ont survécu à leurs propriétaires. C'est des machines qui sont venues à notre rencontre. Nous en sommes donc garants quelque part. Il faut prendre soin d'elles autant qu'elles nous aident à faire notre couture, donc nos vêtements, nos accessoires,
tout ce qu'on peut coudre et que par conséquent il faut avoir de la reconnaissance envers elles, envers les gens qui l'ont construite, envers les gens qui les ont eues en main avant nous, et ne pas oublier qu'elles ont une histoire et que cette histoire se déroulera, si on en prend soin, encore bien longtemps après nous. Par conséquent, et pour conclure cette vidéo, je vous dirais, écoutez-vous, regardez ce qui vous convient le mieux, qu'est-ce qui vous ira le mieux d'un point de vue de la machine, quel modèle, quelle année, quel état, est-ce que vous voulez que les décorations soient encore bien visibles ou est-ce que vous vous en fichez qu'elles soient complètement détruites et qu'il en reste que seulement quelques éclats par-ci par-là. Ça aussi c'est quelque chose à prendre en compte que vous devez vous dire avant d'acheter. Moi je sais que pour la première, celle de 1910, je voulais qu'elle soit parfaite parce que c'était ma première, mais que celle de 1908, ça m'aurait pas gêné d'avoir quelque chose qui au niveau des décalcomanies et tout ça est passé, soit plus ou moins devenu invisible avec le temps, parce que ça voulait dire qu'elle avait fonctionné, enfin voilà, ça voulait dire plein de choses. Ce n'est pas ce que j'ai eu une machine en parfait état parce que j'ai craqué sur celle-ci. Déjà, elle fait partie de la même collection que ma machine de 1910, donc c'est une Memphis, donc c'est aussi pour ça que je l'ai pris, malgré qu'à la base je cherchais plus une machine au motif floraux. Ça c'est pas bien grave, après c'est aussi en fonction du feeling quand vous voyez les photos, quand vous l'avez devant vous peut-être, si vous avez la chance de la voir devant vous, c'est à vous de voir. Ressentez la machine avant de l'avoir consciemment en main. Qu'est-ce qui va faire que celle-ci, en fait, ça sera la vôtre, que vous allez pouvoir vous l'approprier? Qu'est-ce qui va faire ça? Regardez vos limites et n'hésitez pas à contacter les vendeurs, à leur poser toutes les questions que vous avez. Et si vous êtes mal reçu, allez voir d'autres vendeurs parce que bien évidemment, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des vendeurs qui sont agréables. Tous les vendeurs ne sont pas forcément agréables comme partout. Donc n'hésitez pas à contacter plusieurs personnes, n'hésitez pas à regrouper, à mettre dans vos favoris, à négocier le prix si vous voulez vous amuser ou si vous en avez besoin par rapport à votre budget. Et surtout, amusez-vous avec ces machines, faites autant de couture que vous pouvez et appréhender une histoire et une façon de faire totalement différente que celle qu'on a aujourd'hui, et vous verrez, c'est quelque chose de très très satisfaisant. Donc n'hésitez pas, expérimentez, cherchez, regardez, fouinez, chinez, et vous verrez, c'est une expérience vraiment particulière et très agréable que j'ai énormément aimée. Et j'attends de trouver ma machine de 1800 le jour où je la trouverai. Et ce jour-là, je pense que je serai la plus heureuse. Et oui, j'aurai 3 machines, oui, ce sera beaucoup, enfin 4 avec celle-ci. Mais ça sera une autre couture, je sais, ça sera un nouvel apprentissage aussi. Parce qu'il faut savoir que les machines ont évolué à travers le temps. Et que celles de 1800 et celles de 1900 ne sont pas forcément semblables. Tout comme en fonction de modèle, ce n'est pas semblable. Une 27K n'est pas une 66K. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'était déjà beaucoup. Je crois que ce vlog dure très longtemps. Mais c'est vraiment la vidéo qu'il fallait pour conclure au niveau de ces machines à coudre. Je pense qu'il était important d'avoir une vidéo à ajouter sur cette série de vidéos pour vous dire où trouver les pièces si vous en avez besoin, où les acheter, comment les trouver et surtout comment choisir votre machine et savoir les points forts et les points faibles et un petit comparatif avec des machines modernes. Vous savez tout à propos de mon expérience, à propos de mes ressentis et de comment j'ai choisi personnellement mes machines, ou plutôt de comment elles m'ont choisi au final. Je devrais dire qu'elles m'ont choisi plus que ce que je ne les ai choisies. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires, à me les mettre en commentaire, je vous y répondrai. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures extraordinaires sur ma chaîne.